Donc on va pouvoir commencer. Donc Philippe Astier, dernière intervention. Donc la règle du jeu, 20 minutes. Merci. Je jouerai le gardien du temps. Voilà. Oui, bien sûr. Je vais commencer peut-être en vous disant que je ne suis pas, à proprement parler, un spécialiste de l'alternance. C'est simplement que, regardant la formation professionnelle et la formation des adultes en général, on y voit, on y croise, et on est souvent interpellé par l'alternance, ou en tout cas par les acteurs qui y œuvrent. Alors, comment l'appréhender? Peut-être d'abord en disant, puisque j'ai entendu l'intervention précédente, ce qui fait le plus écho en moi, et qui me permet de poser une première pierre sur la question des tensions. Ce qui fait le plus écho en moi dans le propos de mon collègue, c'est cette idée que, et il faisait référence à Patrick Mayen, donc c'est aussi à travers Laurent, Patrick et d'autres chercheurs et d'autres praticiens, c'est que finalement, nous avons aujourd'hui, me semble-t-il, ça ils ne l'ont pas dit, mais moi je le dirais, un très grand intérêt et peut-être une fascination pour le travail, peut-être parce qu'il est rare, parce qu'il est difficile, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est douloureux, un certain nombre de traditions y ont ajouté la notion de réel, et le réel est toujours fascinant, et le travail réel, évidemment, déclenche chez nous des enthousiasmes et des émerveillements, et que j'étais heureux d'entendre, et en tout cas je reprendrai volontiers l'idée qu'il faut y réfléchir à deux fois sur cette considération et cette prise en compte du travail pour la formation et pour former des professionnels. Alors je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois, d'abord et parce que c'est un mode traditionnel, fondateur de construction et de développement, disons-le dans un langage moderne, de construction et de développement des compétences. C'est la formation par la confrontation, l'immersion, appelons-le comme on veut, dans la situation de travail, est une façon efficace, effective et, je crois, très importante socialement et culturellement pour les collectifs de travail de construire les professionnels dont ils ont besoin. Alors, c'est comme ça que je fais le lien avec la tension. J'allais dire, pourquoi et comment s'en est-on écarté? Et dans les professionnels et les situations que j'ai rencontrées, c'est cet écart qui m'a questionné. Il me semble que l'on s'en est écarté d'abord parce que, comme le disait Laurent Béard, tout n'est pas à apprendre dans les situations de travail. Tout n'est pas à apprendre dans les situations de travail d'abord parce que tout ne correspond pas à notre projet de transmission. Tout n'est pas à apprendre non plus parce que tout ne correspond pas aux valeurs que l'on veut promouvoir. Tout n'est pas à apprendre non plus parce que l'état actuel n'est pas nécessairement ce que l'on anticipe de l'évolution auquel on veut préparer les personnes qui s'y engagent. Donc je crois que dans cette idée, il y a quelque chose de très fort, c'est que d'une part, on apprend par l'action, on apprend par le travail, on apprend par la situation, et on n'apprend pas qu'à faire, qu'à agir et qu'à y réussir, on apprend aussi à se comporter en professionnel et à se faire reconnaître, et qu'en même temps, si on a créé un écart, je crois que c'est par la volonté qu'il y a de contrôler, influencer, diriger, guider, accompagner les apprentissages et notamment les objets d'apprentissage. C'est-à-dire ce que l'on vise, ce que l'on souhaite, ce que l'on voudrait garantir que ceux qui apprennent. Alors ça, je crois que c'est important parce que du coup, ça me fait voir l'alternance comme une façon de créer une tension en créant une force de rappel dans le parcours de l'apprenant, en créant une force de dialogue dans la situation que l'on crée, où la profession, le métier, le réel n'a pas le dernier mot sur le travail. Alors, bon, on ne va pas insister là-dessus, mais je pense, et que pour moi, c'est lié à beaucoup de lectures, de travaux et d'avis qui se développent autour de, finalement, qu'est-ce que le travail, comment est-ce qu'on peut le comprendre, comment est-ce qu'on peut en dire quelque chose, et comment est-ce qu'on peut y préparer ceux qui vont s'y engager. Alors ça, c'est la première chose, et dans cette première chose, qu'est-ce que j'ai découvert en regardant et en voyant? Et la question nous disait, quels sont les éléments porteurs d'une nouvelle donne? Alors je pense que la première chose, moi, que j'ai notée
en préparant cette rencontre, c'est, alors je vous le dis tel que je l'ai écrit, le stage objet éducatif étrange. Ce qui me frappe, parmi toutes les choses, c'est d'abord l'émergence d'une catégorie un peu floue, me semble-t-il, de cette notion de stage, qui donne lieu à des grandes différences d'usage, à une grande variété de formations, dans laquelle je me dis d'un certain côté, je me dis, tiens, voilà le retour de la formation par la pratique du travail. On plonge les gens dans les situations, on les met en stage, et il me semble que certains stages d'ailleurs fonctionnent un peu comme ça. Peut-être que certains diraient c'est la dimension productive qui prend le dessus. Et alors ce qui me frappe, et ce que je voudrais juste rappeler, parce que moi ça m'a frappé, c'est que même dans ces cas-là, les gens apprennent. Et ils apprennent parfois fort bien. Et ils apprennent parfois des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'accompagnement, même quand il n'y a pas, lorsqu'on est dans des alternances de type le plus juxtapositif qui soit, du genre vous faites un semestre ici et puis vous ferez un semestre là, ben même dans ces cas-là, même quand il n'y a pas d'instance d'activité réflexive, même quand il n'y a pas d'analyse de pratique, même qu'il n'y a pas de retour, de débriefing, de trucs et de machins que l'ingénierie pédagogique et didactique essaye de construire pour soutenir cette progression, les gens apprennent. Moi, je crois. Alors, ce qui m'en a convaincu, c'est deux choses. Deux expériences que j'ai vécues de près. La première, c'est une expérience avec des jeunes dans différents centres de formation qui se préparaient tous au même diplôme. Et comme le disait Laurent Veillard, la distinction entre dispositif et usage nous montre qu'en fait, ils ont des usages extrêmement différents d'un même dispositif et qui le font fonctionner, y compris à l'inverse de l'intention des promoteurs de ces dispositifs-là. Alors ça, je trouvais ça tout à fait intéressant, parce que je me disais finalement, dans l'attention, ce qui est important, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui permettent aux gens de pouvoir... Et donc je me suis dit, ce qui est mortifère, c'est la pression. Et ce qui, finalement, nous risque de menacer les dynamiques d'alternance, c'est pas forcément que les gens soient pas très pédagogues ou que les tuteurs soient pas trop ceci ou pas trop cela, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est avant tout quand il y a une des polarités qui peut s'arroger le monopole de ce qui doit être fait, doit être dit, doit être compris et doit être pratiqué pour devenir celui qui convient. Voilà donc comment je m'étais emparé de la question de l'alternance, de la question de l'attention. Alors, une fois que je l'ai vu comme ça m'a évoqué, je vous disais, une autre situation. Alors, l'autre situation, c'est que depuis quelques années, j'ai le bonheur, parce que c'est un bonheur, de collaborer avec un centre de formation qui est un peu particulier, qui n'est pas vraiment d'un niveau élémentaire de qualification, qui est l'École nationale de la magistrature, qui forme donc tous les juges. Voilà. Et qui fait une formation, alors je ne sais pas si, à partir de la question 2, vous diriez qu'elle est en alternance ou pas, mais qui forme des magistrats en leur donnant, alors après leur période universitaire, c'est-à-dire après un master, en leur donnant une période d'études, puis une période de pratique, puis une période d'études, puis une période de pratique. Et là, je me suis intéressé à la question d'abord de ce qui se passait en période d'études. Et en période d'études, je me suis dit, bien sûr, il y a des savoirs. Il y a des savoirs, il y a un peu de savoir. Quels sont les savoirs qui sont transmis dans les situations dites de formation en alternance ? La fameuse dichotomie à l'école, les savoirs, les bons savoirs, les savoirs qu'il faut, et puis à l'entreprise, les pratiques, si possible les bonnes pratiques, en tout cas les pratiques qu'il faut, m'est paru là mise en question par ce que j'ai observé, c'est que dans la période d'études, ce qui était transmis, c'était bien sûr un peu de savoir on pourrait dire de savoir judiciaire, mais c'était surtout des modèles de pratique. Et les modèles de pratique, je ne sais pas si ce sont des savoirs, je ne sais pas s'il faut le classer là-dedans, je ne sais pas si ce sont des pratiques refroidies, si ce sont des pratiques modélisées, si ce sont des pratiques formalisées, mais ce que j'ai observé, c'est que ce qui était transmis à ceux qui allaient devenir magistrats, et qui en connaissent un rayon généralement du côté des savoirs disciplinaires, eh bien, c'était avant tout une certaine manière
de les utiliser. Et que c'était des modèles d'action, des modèles de pratique qui permettaient de faire face aux difficultés des situations. Et à partir de là, je suis allé voir, avec cette question-là, je suis allé voir ce qui se passait dans les situations. Et dans les situations, il y a deux choses qui m'ont retenu. La première, c'est que moi, vous ne savez peut-être pas, je vais dire vous savez, certains savent, mais d'autres pas, j'ai été élevé au lait des théories de l'activité. Et donc, je me disais, bon, ben, c'est pas compliqué, la singularité de l'action, donc ils ont eu des modèles, et puis ils vont, face aux situations, le couplage sur ces situations, inventer des façons originales de développer leur activité, et du coup, ça mettra en évidence l'aspect fondamental mais lacunaire de ce qui leur a été donné dans la période de formation. Eh bien, pas du tout. La première chose qu'ils me disent, c'est épatant. La période de formation nous prépare parfaitement à la période de pratique. Alors j'ai relu mon petit Pastré illustré, moi aussi, pour faire bien avec l'intervenant précédent, et je me suis dit, comment se fait-il que... Alors j'essaye de comprendre ça, parce que vous voyez, c'est quand même surprenant. J'ai un modèle théorique qui me dit que ça ne devrait pas être comme ça. Alors, la première idée, je le fais à la Bourdieu, les sujets sont inconscients de ce qui détermine leur propre représentation, et donc je me dis, ils croient que c'est pareil, mais en fait c'est pas pareil. Ça, alors, du coup, on va voir dans le concret. Qu'est-ce que c'est que l'activité d'un magistrat? Alors, par exemple, je prends un acte très technique, très difficile, qui les met profondément en échec, c'est la rédaction de jugement. Rédaction. Qu'est-ce qu'on dit dans le modèle? Il y a un fascicule, je l'ai étudié, je l'ai appris. Hein. Alors Dieu merci, c'est pas comme la circulation ferroviaire avec Savoyant et Mayen. Là, c'est un petit fascicule d'une 30aine de pages qui dit comment on doit rédiger un jugement. Comment, quand on est magistrat, on doit rédiger un jugement. Et on a donc un modèle d'action. Et ils nous disent, ça nous sert. L'hypothèse que je fais, c'est que la formation leur a donné des repères, peut-être on peut dire une base d'orientation, c'est-à-dire quelque chose pour décoder le réel. Alors qu'est-ce qui les met en difficulté? C'est pas du tout ce que je m'attendais à trouver, c'est-à-dire le passage de la théorie à la pratique. Ce qui les met en difficulté, alors c'est ce que j'ai appelé, faute de mieux, le conflit de modèles. C'est que du côté de la pratique, Monsieur Astier, c'est la panique. Du côté de la pratique, c'est la panique, c'est-à-dire que j'ai un modèle, et les magistrats, il y en a qui ne le respectent pas. 2, pour un même modèle, j'ai des pratiques différentes. Donc j'ai des maîtres de stage avec lesquels je travaille qui me disent qu'il faut faire comme ci ou qu'il faut faire comme ça, et ce n'est pas le même modèle. Et que quand, à grande peine et à force de soumission, parce qu'ils emploient le mot, à force de soumission, je me suis discipliné à faire à la mode de l'un, il y a l'autre qui arrive et qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Refaites-moi ce jugement, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. » Alors, panique dans je ne sais pas si c'est de l'alternance, mais en tout cas, panique dans la genèse des compétences. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, c'est que là où je pensais qu'il fallait aider les apprenants, les soutenir, organiser, bref, c'est que même quand rien de tout ça n'existe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont mis en situation, et on retrouve quelque chose qu'on connaissait bien, c'est que le conflit est source d'apprentissage. On parlait de l'erreur comme source d'apprentissage. Le conflit de modèles est source d'apprentissage, et qu'ils arrivent, pourvu que la pression ne soit pas trop forte, vous voyez comment je reviens à ma question de pression, pourvu que la pression ne soit pas trop forte, ils arrivent à élaborer une façon de faire qui leur permette à la fois de s'inspirer et de se fonder sur ce qui leur a été transmis, c'est-à-dire le modèle qu'ils avaient, et de le faire à leur façon. Voilà donc la deuxième chose. Alors du coup, ça m'amène à la deuxième question, et vous vous doutez bien qu'à ce rythme-là, je ne vais pas traiter les 10, ce qui tombe bien, parce qu'il y en a qui m'ennuient par la suite, et je vais essayer de les éviter. Mais la deuxième question m'a intéressé. Je vous la rappelle. Peut-on circonscrire précisément l'alternance? Est-ce un dispositif, un processus d'apprentissage, une méthode pédagogique ou la conjonction des trois? Quand peut-on considérer que l'on a véritablement affaire à de l'alternance et pourquoi? Alors moi, j'aurais tendance à dire, à partir de cette expérience, que
le modèle de l'alternance se présente comme la conjonction des trois. Et j'ai tendance à penser que ce modèle est un modèle un peu triomphant, qu'il inspire bien sûr les pédagogues, qu'il inspire les financeurs, qu'il inspire tout un tas de gens. C'est un modèle actuellement qui a du succès et qui est en train de, ou qui peut-être longtemps est un modèle dominant. La question que je me suis posée, que je vous pose, que je partage avec vous, c'est est-ce que, parce que c'est lié, il n'y a d'apprentissage ou de formation que dans ce cas-là? Et je me demande qu'est-ce qui se passe si on délie. Si par exemple, on a un dispositif dit en alternance avec une méthode pédagogique qu'il ne considère pas du tout. Voilà. Alors, je peux prendre un exemple, parce que je suis responsable d'un master dont le dispositif est en alternance et dont je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout la pédagogie qui va avec. Alors, est-ce que, voilà, la question que je me pose, c'est finalement, ça produit des effets, ils apprennent, les étudiants apprennent, ils apprennent des deux sources, et même des autres sources, parce que l'histoire des deux lieux d'apprentissage me paraît un peu juste. Il y a toujours le collectif, alors ça peut être la famille, ça peut être les pairs, ça peut être un collectif professionnel, mais il y a toujours du tiers dans tout ça, mais ils apprennent. Du coup, je ne veux pas dire que ce n'est pas la peine de se décarcasser pédagogiquement pour construire des trucs et des machins qui soient astucieux et pertinents. Mais je me dis que si les trois composantes de la question 2 apparaissent souvent comme liées et constituent sans doute un modèle porteur de l'alternance, on peut aussi les envisager déliés comme étant trois vecteurs de possibilités d'organiser les apprentissages et sans doute d'obtenir des éléments intéressants. Voilà. Et ça, je le crois volontiers, parce que il me semble, en tout cas dans les études que j'ai pu faire, j'ai rencontré des apprentis par exemple, dans des situations d'alternance assez classiques, disant par exemple que il n'y avait pas du tout de lien entre l'école et l'entreprise. Pas du tout. Aucun, rien. Ils ne se parlaient pas. Voilà. Il y avait un carnet de liaison, mais personne ne le remplissait. De toute façon, personne ne vérifiait s'il était rempli. Et que ça marchait quand même. Je crois, alors, et la question que je me pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche quand même et qu'est-ce que ça m'a permis de penser? Ce que ça m'a permis de penser, c'est que dans les situations où on articule comme ça, au niveau du dispositif, au niveau de la pédagogie, des instances différentes, il y a ce que j'ai appelé, pour l'instant, la charge de l'apprentissage. C'est-à-dire que apprendre suppose, pour celui qui apprend, de mobiliser des ressources, de mobiliser de l'effort, de mobiliser de l'énergie, et que cette charge de l'apprentissage, eh bien, j'allais dire, dans bien des cas, il la supporte tout seul. Il la supporte tout seul. Et il apprend. Il apprend s'il est capable et s'il peut, physiquement, mentalement, matériellement, la supporter tout seul. Et puis je crois qu'un des mérites de l'ingénierie, parce que je voudrais en dire du bien, de l'ingénierie de formation ce soir, puisqu'il me reste encore quelques minutes, un des mérites de l'ingénierie, c'est de se dire que dans le dispositif, on peut articuler des choses qui vont permettre de partager ou de répartir la charge de l'apprentissage. Alors, j'avais pris comme exemple les situations d'activité réflexive. Est-ce que dans un dispositif par alternance, il faut faire des situations où... alors c'est assez compliqué ces choses-là parce que ça peut être des accueils qui se passent, par exemple lundi matin quand les apprentis reviennent du centre de formation, on en parle. Et comment on en parle? J'ai eu des exemples qui voient bien que c'est pas si simple que ça de se dire à quelles conditions c'est réflexif, comment c'est réflexif. Dans certains cas, c'est dans un cours, le prof est en train de montrer quelque chose ou d'expliquer quelque chose, et puis tout d'un coup il dit « Ah oui, mais vous, dans vos entreprises,
comment ça se passe, et puis ils sollicitent des choses. Donc les choses sont diverses. Je crois que si le dispositif prévoit un temps et des moyens pour cette activité-là, il favorise et il allège, il répartit la charge de l'apprentissage. Et ça, je crois que ça me paraît intéressant parce que ça explique que, je ne dirais pas quand on fait rien, mais qu'il faut sans doute en faire beaucoup pour que les gens n'apprennent pas dans les situations de travail et donc dans les situations de formation. Parce que leurs enjeux personnels, qui parfois sont très loin des enjeux d'un dispositif de formation, parce que leurs enjeux personnels sont importants. Des enjeux de vie, des enjeux de position personnelle, de position professionnelle, des enjeux de finances, etc., etc. Et que tout ça pousse à l'apprentissage. Et que d'autre part, les collectifs ne sont pas inertes. Quand quelqu'un arrive dans un collectif de travail, tout comme quand il arrive dans un centre de formation, les collectifs ne sont pas inertes. C'est-à-dire que les enjeux de socialisation les poussent aussi, les tirent, les transforment, les transportent. Et que donc, face à cela, eh bien, ils apprennent. Simplement, ce que je crois, c'est qu'ils peuvent apprendre à grand prix, à grande peine, à grand coût, pour eux, pour les autres, et que, par exemple, la fameuse question de l'erreur, que l'on peut gérer en entreprise ou en centre de formation, cette fameuse question de l'erreur, a des côtés extrêmement valorisants. Ah, on peut avoir aussi des côtés extrêmement dévalorisants, extrêmement stigmatisants, extrêmement démoralisants. C'est-à-dire que les apprenants peuvent crouler sous le poids de la charge de l'apprentissage. Peut-être parce que... Encore une minute ? Une minute. Allez, une minute. Peut-être parce que c'est lié à ce milieu très particulier de la magistrature, mais l'école est très préoccupée de quelque chose. Hein, la formation est longue. Elle est très préoccupée de quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui s'écroulent dans le temps de la formation, qui s'écroulent sous la pression, sous le poids. Alors évidemment, la responsabilité est grande et on ne fait rien peut-être pour alléger la tâche des magistrats, ni dans la société, ni dans la presse. Mais que fait l'école ? Eh bien, ce qu'elle essaye, c'est de construire des espaces où elle va pouvoir, pour une part, répartir, partager ces charges d'apprentissage. Voilà, j'ai épuisé mon temps. J'ai donc réussi à ne traiter que les 2 premières questions. Je vous prie de m'excuser pour toutes les autres. Je suis sûr que vous, si ça vous intéresse, vous aurez des questions. Le but n'était pas de les faire toutes. Donc, voilà. La question est... Jeanne. Bon, j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser une seule. Puisque vous parliez d'ingénierie de la formation, je me demandais, vous mettiez en lumière aussi l'idée que finalement les apprentis, alors là encore, en l'occurrence, ce ne sont pas des apprentis, c'est les élèves de l'école de la magistrature, apprennent quand même, ou bien dans le master, quand bien même on n'aurait pas mis en place le carnet, le machin, c'est-à-dire tout ce qui normalement est prescrit pour que ça se passe bien, ils apprennent quand même. Et en fait, ça me renvoyait plutôt à la question, est-ce que, c'est un peu, ça trait à la question 2, quand on construit une ingénierie de formation, en alternance ou pas, on prend nécessairement en compte le contexte de formation, les différents lieux de formation. Parfois, là, en l'occurrence, dans l'alternance, il y a bien plusieurs lieux. L'âge des personnes, leur maturité, le degré de leur motivation, éventuellement, les raisons. Enfin, on l'analyse peut-être pas comme ça, mais on s'intéresse au public qu'on va accueillir, ou potentiel, et puis aussi aux intervenants, et s'ils sont divers également. Donc, du coup, c'est peut-être pas la question. Est-ce que ce serait juste de dire, ou est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas une ingénierie de formation spécifique à l'alternance, mais qu'au fond, quand on fait une véritable ingénierie de formation, comme on pense tous ces aspects, on les prend en compte, du coup, dans l'alternance nécessairement, et on va les prendre en compte. Et où il y a des cas, du coup, où ça n'est pas nécessaire
de mettre en place le carnet de liaison qui va bien, ou de demander à des enseignants universitaires de se mettre à penser à ce qui se passe du côté de l'entreprise, parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être, et que c'est pas ça qui va favoriser l'apprentissage. En revanche, on va mettre en place, un peu comme Malglaive l'avait fait pour la formation d'ingénieurs, de dire on va laisser les universitaires faire leur boulot, et puis les ingénieurs aussi. Voilà. Maintenant, on va s'efforcer qu'ils se réunissent régulièrement avec les apprentis. Et là, on va faire jouer une interface qui a du sens par rapport à ce contexte-là, par rapport à ce moment-là, par rapport à ce type-là de formation, ce niveau-là, ce type d'apprenant, etc. Donc il n'y a peut-être pas une ingénierie spécifique, enfin c'est volontairement provocateur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a à penser, j'allais dire, une ingénierie de formation, en alternance ou pas, en prenant en compte les différents acteurs, leurs possibilités et ce qui fait sens pour eux. On prend une deuxième question et puis on répond comme ça. Donne ta question. Donne ta question. Bon. Alors, je donne ma question en essayant de voir si ça va créer un conflit de modèles. J'ai été assez intéressé par l'idée que, dans le fond, c'était peut-être moins ce rapport entre théorie et pratique qui était en jeu dans cette alternance, mais plutôt, dans le fond, ce qui était un élément de travail et c'était ces conflits de modèles. Mais en même temps, je me suis posé la question, parce que c'est finalement quelque chose qu'on n'a pas tellement entendu aujourd'hui, si on pouvait aussi penser que ce rapport que tu as observé finalement à ce qui s'apprenait dans l'école et ce qui se vivait dans la pratique, ou en tout cas sur les terrains de stage, ou de pratique, comme tu dis d'ailleurs, entre l'étude et la pratique, est-ce que ça avait un rapport avec le fait qu'on est dans du droit ? Et que le droit, c'est une matière qui est immédiatement performative. C'est-à-dire que peut-être la distance entre la parole qui est dite et son efficace, on va dire, est peut-être plus réduite que dans d'autres domaines où il y a une médiation par les machines, par d'autres choses ou d'autres éléments. Alors, on va répondre à ces deux premières questions. Et puis, Enfin, on va essayer. Elles sont savoureuses assez l'une et l'autre. En tout cas, d'associer des choses. Sur la première, de l'ingénierie, telle que vous l'avez formulée, je dirais oui, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y a une ingénierie spécifique de l'alternance. Je ne sais pas exactement ce que ça reviendrait à dire. Je dirais deux choses, moi, par rapport à votre intervention. La première, c'est, dans l'alternance, je suis préoccupé par la tentation pédagogique, le monopole pédagogique. Autrement dit, la situation de travail n'est intéressante que quand elle est pédagogisée ou didactisée. Voilà. Alors, il me semble que ça, l'alternance n'en a pas été épargnée, en tout cas il y a quelques années, et qu'il y a quelque chose qui a, me semble-t-il, cristallisé ça, c'est ce qui s'est beaucoup développé sous le terme de formation de tuteur. Formation de tuteur, et autrement dit, alors moi ce qui m'a fait revenir là-dessus, c'est quand des gens qui croyaient, que ce soit dans l'agriculture ou chez les magistrats, qui me voyaient arriver et qui me disaient « Ah ben monsieur Astier, ça tombe bien que vous soyez là, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un bon tuteur ?» Moi, je me suis posé, du coup, je me suis dit, tiens, c'est une bonne question, ça vaudrait la peine que j'y réfléchisse. Alors, évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un bon tuteur ? Et aujourd'hui, ce en quoi j'en suis arrivé, c'est quelqu'un qui est, je dirais, un exemplaire du métier, c'est-à-dire un humain, un homme ou une femme, qui montre que le métier est à la fois faisable, d'abord. Alors, pour beaucoup, moi, des novices que j'ai rencontrés, que ce soit les gens qui étaient en préparation au BPREA, qui est un diplôme qu'on doit connaître au ministère de l'Agriculture, ou chez les magistrats, il y a un premier enjeu de l'apprenti, quand il voit le tuteur, c'est que le tuteur lui montre que le métier est faisable, qu'il est humain,
qu'on peut s'y développer, qu'on peut y survivre, qu'on peut y prendre du plaisir, de l'intérêt. Et je crois que ça, c'est très important, que le côté bon tuteur, c'est le côté d'être un professionnel légitime, qui n'a pas forcément des qualités pédagogiques particulières, mais qui est capable de vivre et d'accepter que quelqu'un regarde le travail. Voilà. Bon, ça, alors, je crois que dans l'ingénierie, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie pour moi? L'ingénierie, c'est le geste par lequel un certain nombre d'acteurs vont dire ceci a une formulation de référence. Pour moi, écrire un dispositif, c'est dire ceci est une formulation de référence pour, par exemple, tel cursus. Voilà. Alors ça a deux conséquences, me semble-t-il. La première, c'est que tout ce qui n'est pas dit, et donc, vous voyez, je m'attache beaucoup dans l'ingénierie au fait que ce soit dit, écrit, formalisé. Tout ce qui n'est pas dit, et donc je m'intéresse à la question des dispositifs, forcément. Tout ce qui n'est pas dit, du coup, je dirais, est laissé au libre jeu des acteurs. Et tous les gens qui font de l'ingénierie de formation savent bien qu'il est drôlement intéressant de laisser au libre jeu des acteurs un certain nombre de choses, parce que ça donne de la souplesse au dispositif, et puis que d'autre part, il y a un volant tellement vaste de choses qu'on ne maîtrise pas que finalement la question, je crois, de l'ingénierie et de beaucoup de concepteurs de formation, c'est de se dire jusqu'où je dois aller, qu'est-ce qu'il est utile que je précise. Voilà. Et je crois que la deuxième conséquence de cette formulation, c'est de dire ça, c'est formalisé, donc c'est ce sur quoi je m'engage, du coup, c'est objet éventuellement de débat public. Alors, je sais, vous voyez, j'ai pas répondu vraiment parce que votre question m'embarrasse, parce que je ne sais pas. Je me dirais, est-ce qu'une ingénierie de l'alternance, ça existe? Ben, je crois que dans une ingénierie de l'alternance, on va se demander qu'est-ce qu'il est fondamental que je formalise en disant là-dessus, moi, je suis engagé et donc je peux en débattre avec vous. Pour le reste, je le laisse au libre jeu des acteurs. Alors, je prends un exemple, c'est finalement, est-ce que dans une ingénierie de l'alternance, on doit se poser la question de qui va être tuteur? Ou par exemple, est-ce qu'on va dire il faut qu'il y ait un tuteur? Il faut qu'il y ait un professionnel qui accueille, il faut qu'il y ait un professionnel qui oriente, etc., etc. Je dirais, j'ai pas, moi, personnellement, j'allais dire, j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est deux choses. C'est l'expérience de responsable de formation qui gère ces dispositifs, plus la petite que j'ai à l'université. Ben, la première, c'est que l'alternance qui nous paraît quelque chose de magnifique déchaîne des enthousiasmes modérés dans un certain nombre de situations. Et que, par exemple, si je dis il faut qu'il y ait un professionnel nommément désigné sur la convention de stage pour l'accueil, j'en aurai un, puisque je l'ai dit. Mais que, comment est-ce que, entre celui qui veut absolument être tuteur, le sort en bas sur le plus jeune, et c'est finalement celui-là qui va être tuteur, celui on va dire, le plus incompétent de préférence, parce que de toute façon, comme ça, au moins il nuit pas, et puis on peut pas lui confier des choses. Celui qui veut bien, le plus souvent, c'est quand même ça, celui qui veut bien. Et celui qui veut bien, ça ne me paraît pas un élément pédagogiquement moins bon que nous. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que pour moi, dans l'économie, dans la cohérence de mon dispositif, je dois aller jusque-là? Est-ce que je dois aller jusqu'à des tuteurs habilités, labellisés? L'école de la magistrature se demande s'il ne faut pas labelliser ces magistrats pour dire ceux qui peuvent accueillir des stagiaires et puis ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas accueillir des stagiaires. Qui ne veulent pas. Hein? Donc, voilà. Alors, sur l'histoire de la question de Paul Olry, que j'ai déjà oubliée parce qu'elle m'embarrasse sûrement. Non, attends. Mais du coup, j'avais quand même quelque chose à dire face à la question. C'est sur la question de théorie et pratique. Moi, une des choses, je crois que ça a déjà été dit, mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les situations de pratique, les professionnels donnent des enseignements. Bien sûr, les pratiques. Mais c'est-à-dire qu'ils font des rappels de connaissances, voire même ils font des points de notions, ils font des petits cours. C'est-à-dire que les professionnels, c'est pas parce que ce sont des professionnels que ce sont des ignares. Ils en connaissent généralement un rayon et ils n'hésitent pas, parfois sous des formes de transmission extrêmement classiques, d'en faire profiter.
que par ailleurs, ceux qui forment sont généralement pas des ignares en matière professionnelle et qu'ils en connaissent généralement un rayon, et que par ailleurs aussi ils pratiquent ou ils font pratiquer. Et puis enfin, il y a quelque chose qui m'a interrogé, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ne sont... On apprend, alors moi j'étais entièrement d'accord avec la formulation, dans la formation par l'action ou la formation sur le tas, on apprend ce qu'il y a dans la situation. J'étais entièrement d'accord avec ça jusqu'au jour où j'ai vu un film qui repassait dimanche soir à la télévision sur TF1 qui s'appelle Le diable s'habille en Prada. Et je conseille vivement à mes étudiants de le regarder parce que c'est un exemple d'apprentissage par immersion dans la situation de travail. Hein. C'est exactement ça. On a quelqu'un qui a fait un cursus universitaire et puis pour son premier boulot, elle prend un stage dans une entreprise. Et à un moment donné, il y a une séquence extrêmement saisissante à propos d'une ceinture turquoise où la rédactrice en chef fait tout un topo sur le circuit socio-économique de la mode et sur les courants de la mode pour expliquer pourquoi la question de la ceinture turquoise qui se pose aujourd'hui dans ce bureau à ce moment-là se pose et de quelle façon elle se pose là. Et à ce moment-là, je me suis dit, que fait-elle ? Et je crois que ça, c'est intéressant. Elle remet dans la situation de travail des éléments qui n'y sont pas. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr que l'on apprenne que ce qu'il y a dans les situations de travail. Je crois que les professionnels y amènent des choses qui n'y sont pas, précisément. Et ils l'amènent de deux façons, moi quand j'ai essayé un peu de travailler la question, de deux façons qui m'ont paru très importantes. La première, c'est expliquer. Expliquer, c'est une façon de remettre dans la situation ce qui détermine la situation, mais qui n'est pas manifeste pour le stagiaire, l'apprenant, l'apprenti. Et donc, il ne l'y trouvera pas si je ne le lui explique pas. Et la deuxième, on la connaît tous, c'est raconter. Je crois que les gens racontent, n'arrêtent pas de raconter, et qu'une des fonctions de raconter, c'est aussi de remettre dans la situation de travail, et donc dans l'expérience potentielle et l'apprentissage de l'apprenant, ce qui n'y est pas. Paul, tu voulais préciser ta question, parce que je n'ai pas répondu vraiment, mais ça m'avait évoqué ça. Ah oui, est-ce que c'est spécifique à l'univers juridique ? Oui, parce qu'on n'a pas abordé tellement sur la modèle des pratiques d'intervention, la question de la discipline, et du contenu même. Oui, je pense. En tous les cas, le point que tu as développé sur la détresse de tes magistrats qui mettaient en avant le fait qu'il y avait différents modèles de pratique, interrogeait sur la question de la discipline même. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que c'est juridique que c'est ça ou autre chose ? Le droit est immédiatement performatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation par des machines, par des tiers. Oui. La parole, elle fait agir. Du coup, les conflits de modèles tout à l'heure que tu évoquais, je me dis effectivement, il peut... voilà. Est-ce qu'il y a des disciplines ou des contenus qui réduisent dans le fond l'écart que tu évoquais et qui t'intéressait de travailler? Parce que précisément, l'objet même du travail qui est en jeu dans l'alternance, c'est dans le fond quelque chose qui s'apprend, on apprend des modèles d'action et ces modèles d'action sont immédiatement performatifs dans les situations. Il n'y aurait qu'une façon de faire. Est-ce qu'il y aurait des univers où finalement il n'y aurait qu'une seule bonne façon de faire? Je n'ose le dire en anglais parce que ça a trop de connotations. Je ne sais pas. L'univers du droit... Plus exactement, dans l'univers du droit, il y a plusieurs univers professionnels, et l'univers de la pratique judiciaire, c'est un univers où le genre est très fort et le style très important. Le genre est très fort, c'est-à-dire que les magistrats ont quand même des idées. Alors, le genre est très fort, c'est-à-dire que, par exemple, il y a les pénalistes et puis il y a les civilistes. Il y a le parquet et il y a le reste. Et ça, c'est très structurant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer dans une carrière d'un poste à l'autre, mais que dans l'univers que j'ai découvert, il n'y a pas seulement les codes. Les codes, bien sûr, les petits livres rouges sont sur toutes les tables et dans tous les bureaux. Mais il y a une façon de les travailler dans un certain esprit, dans une certaine modalité de travail. Le travail du parquet est très différent du travail du siège. Le travail du siège est plutôt un travail individuel, voire un travail solitaire, un travail isolé.
vous avez bien vu à propos de l'affaire Doutreau, par exemple, à quel point on s'est questionné sur l'isolement du magistrat. Bon. Et en même temps, au parquet, non, au parquet, on est dans le collectif. On est perpétuellement, on est dans la présence. Donc, je crois qu'il y a ça qui joue beaucoup. Et après, la question du style, pour le dire, évoquons et quand même évoque-le, la question du style joue beaucoup parce que l'activité judiciaire, c'est aussi la façon dont un homme ou une femme s'empare d'un dossier pour dire le droit à partir de la compréhension qu'il en a. Et avec ce principe de l'indépendance et de l'intime conviction qui se croisent à ce moment-là, pour dire que, par exemple, deux magistrats peuvent avoir des points de vue très différents sur la décision à rendre et estimer néanmoins que un tel fait comme ça, il en a parfaitement le droit. C'est légitime, et un autre fait comme ça, et il en a parfaitement le droit. Alors du coup, dans une juridiction, surtout dans des juridictions où on est là depuis longtemps, tout le monde se connaît. Alors, pas Bobigny, avec il y a trop de magistrats, mais dans les petites juridictions, les moyennes juridictions, tout le monde se connaît. Autrement dit, tout le monde connaît genre et style de chacun. Donc ce qui désoriente les auditeurs, c'est que les modèles de pratique qu'a donné la formation ne sont en fait que des garanties partielles pour pas pour faire face à l'action professionnelle, mais pour faire face à la diversité des registres sociaux dans lesquels on se situe. Voilà. Et alors donc, le conflit de modèles, c'est quand un auditeur va dans un cabinet d'un magistrat, il passe une semaine, il a rédigé des jugements, il est allé à l'audience, la semaine suivante, il change de cabinet, et quand il fait son premier jugement bien comme il a appris, l'autre lui dit « pas du tout, ça ne va pas du tout, il faut refaire ça ». Voilà. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit spécifique au droit. J'ai pas l'impression que ce soit spécifique au droit. C'est plutôt le fait de la dynamique de socialisation qui se joue dans l'univers du travail. Il y a une question, monsieur, oui. Pour poursuivre sur les conflits modèles. Parce qu'on enregistre et c'est compliqué. Donc Denis Loison, IFM de Bourgogne, pour poursuivre sur le registre des conflits de modèles que j'ai beaucoup apprécié dans votre démonstration, est-ce que vous avez une idée de ce qui détermine le choix des modèles pour les sujets ? C'est-à-dire ? Alors, dans ces différents modèles qui sont proposés en cours de formation ou bien en situation professionnelle, on peut penser qu'il y en a effectivement dans les deux, le sujet est amené à faire un choix à un moment donné. Donc dans ce choix, qu'est-ce qui préside, qu'est-ce qui le détermine ? On est bien sur des hypothèses. Hein. Oui, ce sont des hypothèses. Moi, j'avoue que je n'ai pas réfléchi là-dessus comme ça. Alors, la représentation qu'ils en ont, c'est si la pression n'est pas forte. Voilà, vous voyez pourquoi moi j'ai mis en relation tension et pression, parce qu'il me semble que ça, ils disent si la pression n'est pas forte, je fais mon marché. C'est-à-dire j'ai plusieurs modèles et puis je réfléchis. Si la pression est forte, je sécurise l'examen. Alors c'est pas comme ça, mais bon, ils ont un concours qui à la fin est un concours de placement. Ce qui les intéresse, c'est de ne pas aller à Cayenne. Si possible, d'éviter Sarreguemines s'ils sont de Arles ou de Tarascon. Et voilà. Donc, ils ont des enjeux comme ça, qui pour eux leur donnent... Parce que alors après, donc il y a des modèles. Ce qui crée la crise du modèle, c'est que quand ils sont à l'école, ils sont persuadés que le modèle permet de rédiger tous les jugements de la création et garantira d'avoir une bonne note à l'examen. Lorsqu'ils arrivent à juridiction, ils se rendent compte d'abord que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que quand on a le modèle et qu'on l'a fait à l'école et puis qu'on a un jugement avec un dossier, ce modèle-là est mis en place. Alors à quoi est-ce qu'ils se raccrochent ? Ils disent, le premier modèle qui se propose, c'est le tuteur, le magistrat auprès duquel je suis. Voilà. Et donc ça marcherait très bien. Et moi, ils me disent gentiment, on est tout prêt à faire acte de soumission et d'allégeance. Hein, après tout, quand on sera nous aussi magistrats indépendants, nous aussi, on fera bien comme on voudra. Et ils trouvent bien que ça les aide à apprendre et que ça structure leur pratique. Voilà. Simplement,
Le problème, c'est qu'après, il y a un second modèle qui se propose, qui est aussi légitime que le premier, aussi légitime que le précédent, et qui est, du coup, comment se joue. Alors moi, il me semble, c'est peut-être mes préjugés et ma formation, il me semble que ce qui permet d'élaborer le modèle personnel, c'est la confrontation à la réalité du travail. C'est-à-dire le fait de rédiger les jugements. Bien sûr, le magistrat, moi je les ai vus, puisqu'on a travaillé sur les jugements. Hein. Vous avez de temps en temps les jugements qu'ils ont faits, puis que le magistrat renvoie en rouge. Parfois, il n'a même pas vu l'auditeur, hein, il ne se voit pas, mais il lui dit, voilà, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il refait. Bon. Mais la confrontation à la pratique lui permet de construire les compétences de ce que lui, pour lui, prend sens, fait sens, et lui permet progressivement de construire sa compétence de rédaction de jugement. Du coup, son angoisse se déplace. Son angoisse se déplace. Ils le disent. Et, au bout d'un certain temps, que ça soit bien passé ou mal passé avec le maître de stage, on sait rédiger des jugements. Au début, on vous donne un jugement rédigé en une demi-journée, c'est l'angoisse, parce qu'à l'école, on a une journée pour le faire, l'examen c'est 6 heures. Lorsque ils arrivent en fin de stage, ils en font une dizaine en 2 jours et ils se disent, bon, c'est cool, c'est tranquille, je le ferai facilement. Donc, ils arrivent à le faire. Ce qui est leur angoisse, c'est est-ce que le modèle que je me suis construit et qui inspire ma pratique est celui qui convient? Sous-entendu, est-ce que c'est le modèle légitime du métier? Et puis, prosaïquement, est-ce que c'est celui qui va me permettre d'avoir une bonne note à l'examen? Ça, c'est encore une question. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des dispositifs qui mettent les personnes que c'est une épreuve, que c'est une vraie épreuve. En revanche, dans les conflits de modèles, il y a des gens qui s'en sortent très bien, il y a aussi des gens que ça panique complètement. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à trouver dans l'activité, dans la pratique de l'activité, dans la rédaction du jugement, suffisamment de repères pour pouvoir agir et produire un jugement futile, imparfait. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là se retrouvent en situation d'erreur. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai observé chez les magistrats, et je pense que c'est assez intéressant, à ce moment-là, et je ne pense pas que ce soit une notion pédagogique, c'est une notion d'éthique du métier, c'est le professionnel concerné qui fait un pas vers l'apprenant et qui lui dit « Bon, ça ne va pas du tout, on ne s'en sortira pas comme ça. On va prendre une demi-journée et on va en faire un ensemble. » Et là, il diagnostique quelles sont ses erreurs et il essaye de l'aider à y remédier. Voilà. Et donc, je me dis qu'à un certain moment, c'est le métier ou c'est le tuteur ou le professionnel, etc., qui à ce moment-là va faire un pas. Mais parce que la dynamique du conflit, elle est dynamique, mais elle n'est pas forcément à tous les coups et dans tous les cas positive. Juste quelques mots. En t'écoutant, des fois, on se demande, qu'on risque. Il n'y a pas seulement les magistrats qui risquent de se retrouver à Cayenne. En t'écoutant, on aurait peur des fois de se retrouver aussi à Cayenne et des fois un peu malgré soi. Ça évoque la question un peu plus générique, peut-être pas seulement concernant les magistrats, mais au fond de qu'est-ce qui fait garantie, je dirais, pour les usagers, après tout, de la justice, ou je ne sais pas comment on dit, il y a un mot, je sais plus comment on dit, justiciables. Les justiciables, voilà. Les justiciables, ils sont quand même, enfin, en tant que justiciables potentiels, je me sentirais inquiet de cette multiplicité des... Parce que ce qu'on entend souvent dans l'alternance, effectivement, je fais mon marché. Alors, on pourrait raconter le cas de la traite des vaches laitières et des précautions d'hygiène de traite, où effectivement, les élèves ou les professionnels ont tendance à dire, je fais mon marché parmi les multiplicités de modèles de précautions d'hygiène, en sachant que ce qu'on avait observé, c'était que il y en a certains qui surajoutent les précautions d'hygiène, ce qui produit évidemment des inflammations et des problèmes d'hygiène. Et d'autres, ma foi, choisissent ce qui leur vient à l'esprit parce que ça leur plaît mieux ou parce que c'est plus pratique. Et bien que ça crée effectivement des conflits entre modèles, on ne sait pas au fond qu'est-ce que le professionnel est amené à choisir. Ce qui amène la question de la responsabilité, bon, je ne sais pas si on appelle ça tiers ou quart ou cinquième, ou etc., mais une responsabilité sociale d'ampleur dans ton cas, et les justiciables, et la société, et comment on régule quelque chose d'acceptable au moins. Parce que, certainement, le droit n'est pas justement une application de procédure, ni même une application du texte, mais une interprétation. Et je trouve que ça pose bien la question
que ce n'est pas 2 lieux seulement, ce n'est pas seulement des formateurs, des apprenants et l'entreprise, c'est aussi bien des autres qui sont engagés dans l'histoire. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Si ce que j'évoque est clair, mais en tous les cas, ça pose fondamentalement la question de la multiplicité des gens qui sont concernés, je dirais, ou des instances concernées dans les dispositifs de formation. Là où je te suis, évidemment, c'est qu'au fond, que ce soit alternance ou pas, se pose la question de la formation professionnelle. Oui, ça pose la question de la formation professionnelle. Plus globale. Et voilà pourquoi j'y étais entré au départ par cette question que, il me semble, ce qui nous préoccupe, c'est aussi qu'est-ce que nous devons garantir quand nous mettons en place une formation. Voilà. Et que ce n'est pas simplement une certaine pratique du travail. C'est aussi un certain nombre de choses. Alors, dans l'univers des magistrats, j'allais dire d'abord les cours d'appel et la cour de cassation sont remplis de jugements antérieurs. Alors, l'école de la magistrature est un endroit magnifique parce que les réunions pédagogiques, il y a tout d'importance, il y a toujours 1 ou 2 conseillers de cour de cassation qui viennent et qui expliquent, et ça c'est intéressant, qui expliquent pourquoi la cour de cassation, à certains moments, casse des jugements. Et qui expliquent, et ça c'est peut-être encore plus important, que parfois ils essayent, donc dans leur activité à la Cour de cassation, ils essayent de se demander, est-ce que finalement ce jugement, qui est un bon jugement, mais qui est mal foutu, pardonnez-moi, vous voyez bien que je ne suis pas juriste de formation, ne pourrait pas être sauvé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'activité où effectivement, alors tout n'est pas donné par les textes juridiques, et ensuite, où il y a une deuxième chose qui est tout à fait importante, c'est que dans l'action, et ça, tous les gens qui font de l'analyse de l'activité le savent, donc dans l'action, il y a des tas de choses qu'on sait très bien, et qu'on ne mobilise pas. Voilà. Alors chez les magistrats, c'est très classique. À l'audience, j'en ai parlé avec des magistrats confirmés qui disent aussi, on sait tous que, par exemple, il y a un ordre des prises de parole, etc. Tous les magistrats rigolent entre eux d'un tel qui a oublié la partie civile, un tel qui a oublié le procureur, etc. Quand on est dans la situation d'alternance, l'intérêt du justiciable, parce que dans la situation d'alternance, pour le coup, ce sont des vrais procès, des vraies audiences, de vrais justiciables, et qu'il y a un potentiel d'apprentissage très fort. La gestion de l'émotion à l'audience, c'est quelque chose d'important. Ils commencent souvent par le parquet, et donc ils assistent, et ça va très vite, ils assistent à un substitut. C'est l'histoire de 1 ou 2 journées, et puis le 3e jour, et ils le disent tous comme un souvenir. On s'est intéressé sur les temps forts, les souvenirs emblématiques de la période de stage. On se lève et on prend la parole pour les réquisitions. C'est quasiment le premier acte public. Et c'est le stagiaire qui fait ça. Le substitut, lui, il est assis à côté, parfois au-dessous, et c'est le stagiaire tout seul qui se lève et qui prend la parole. Donc, parfois, ils ne maîtrisent pas. Mais le filet de sécurité du service public de la justice, rassurons-nous, c'est que c'est le magistrat qui est à côté, qui éventuellement pourra intervenir, le plus souvent dans ces cas-là lui fait passer un petit papier, et qui, in fine, n'est pas lié par les actes que l'auditeur a passés à l'audience. C'est-à-dire que le jugement final, pour prendre la rédaction, que le magistrat signe et donc qui lui donne valeur exécutoire, eh bien ce document final, le magistrat l'a vu, éventuellement l'a corrigé, en tout cas il s'est engagé dessus. Alors ça m'a intéressé. Une des choses dont je trouve intéressant pour l'alternance, dont les auditeurs m'ont beaucoup parlé, finalement j'aurais beaucoup parlé des magistrats, c'est les auditeurs. On leur donne un jugement. C'est comme beaucoup de tuteurs, les magistrats, ils donnent un truc à faire pour voir comment ils se débrouillent. On le teste. Puis après, on monte en progressivité. Moi, j'ai été frappé quand on lit le livre de Pierre Pastré en disant d'un côté il y a les cursus, de l'autre côté il y a les situations. Moi, je me dis, il me semble que souvent dans l'alternance, on tricote les deux. Enfin, les tuteurs essayent de tricoter les deux. Et il me semble que ce que Patrick Cunegel nous expliquait dans ses articles, c'est aussi des choses de cet ordre-là. Et donc, les apprentis ils en font. Là, et puis on leur envoie les corrections. Mais j'ai travaillé avec 3 promotions. Alors je ne dis pas que c'est qu'une seule fois. Mais dans un seul cas, et c'était très important pour la personne, on lui en dit,
Mon maître de stage, qui par ailleurs, elle trouvait qu'elle était nulle, c'est-à-dire qu'elle ne l'aidait pas, qu'elle était désagréable, qu'elle était méchante, pénible, enfin, elle avait quelque chose de très bien, c'est que quand le jugement était dans sa forme définitive, c'est-à-dire que les magistrats ne travaillent que sur des bouts en fait de jugement. Après, le greffe remet des tas de parties, et puis le magistrat signe. Quand le jugement était dans sa forme définitive, elle en donnait un exemplaire à l'auditeur. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi de voir le bout, le terme de son activité. Dans bien des cas, avec les apprentis, les apprenants, les novices dans les situations d'alternance, on segmente leur intervention dans le processus de travail et dans des cas, en tout cas dans ce cas-là, ils n'ont pas la vision globale. Et qu'avoir la vision globale, et notamment avoir une représentation du produit fini, surtout quand il est long, et sur les affaires judiciaires, ça peut être parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, c'était formateur. Ça m'a évoqué un peu de Leplat, un peu de Brunner, et je me suis dit que ça devait être une bonne chose. Bien. Et juste un point, parce que dans ta conception de l'alternance, et justement en disant que finalement, bon, arrêtons d'en rabattre avec les pédagogies de l'alternance, enfin arrêtons d'en ramener sans arrêt avec la pédagogie de l'alternance, il y a quand même une question que moi je trouve très intéressante que tu poses, notamment autour de ces modèles d'action, qui du coup nous amène à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le réel, dont on parle sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire, enfin bon, et Dieu sait qu'en sociologue, la question du réel, je l'ai, mais finalement, du coup, je me demandais s'il ne fallait pas revenir, enfin, interroger le réel comme ceux qui résistent, au sens de jour, et du coup, pas chercher forcément à vouloir avoir prise dessus, mais se soumettre au réel. Se soumettre à la résistance d'un réel qui fait que, bon, voilà. Mais du coup, ça pose quand même la question, non pas du droit, mais des niveaux. Parce que se soumettre au réel, c'est-à-dire finalement faire avec la résistance qu'il vous impose, ça suppose quand même d'avoir une certaine aisance dans les rapports sociaux. Et se pose la question de la construction de la sociabilité. Alors c'est vrai que pour ça, on interroge les niveaux 4 et 5, sur lesquels on s'intéresse beaucoup à la manière dont on joue le lien, la socialisation, mais on voit bien peut-être que c'est ça qui est aidant pour... enfin, je me pose cette question. Du coup, des niveaux, c'est-à-dire être capable de faire face à une résistance du réel qui s'impose toujours... Est-ce que c'est pas plus simple quand on est magistrat, même si le domaine est particulièrement complexe, etc., que quand on est un jeune niveau 5, un étranger, voilà. Je ne sais pas, ils ont beaucoup de ressources, c'est des forts en thème. Bon, ils ont généralement un master en droit, ils sont passés à moitié par un master en droit ou Sciences Po, plus un institut d'études judiciaires. C'est des forts, c'est des bons. Déjà, c'est pas que des étudiants, c'est des bons parmi les étudiants. Ils ont beaucoup de ressources intellectuelles. Ils sont très déstabilisés par les situations relationnelles. Très déstabilisés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Dans l'alternance, alors c'est pour ça c'est la question du réel. Dans l'alternance, dans le stage, ce qu'ils trouvent bien, c'est que c'est le vrai, c'est le réel. Voilà. Nous, on a appris, à propos des simulations, ils font des simulations à l'école, ils font des simulations où ils jouent les rôles. C'est plutôt des jeux de rôle. Alors, il y en a un qui fait le procureur, l'autre qui fait le président, et puis il y en a un troisième qui fait l'adolescent délinquant. Ils disent... Après, parce qu'au moment où ils le vivent, ils disent que c'est très important. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Ça dépend du moment auquel on pose la question. Quand les auditeurs sont à l'école, qu'ils ont besoin de se représenter les situations, ils sont enthousiastes de ces situations de simulation. Quand ils sont magistrats dans les 6 premiers mois de formation et qui portent un regard sur l'ensemble de la formation, ils disent « Oh, c'est du grand guignol, on s'amuse, on joue, bon, c'est pas une vraie salle d'audience, etc. etc. » Ils disent quand on est dans la situation, ils découvrent des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Tous les formateurs leur disent un entretien judiciaire, c'est un entretien judiciaire. On dit c'est un entretien, tout ce qu'on peut mettre sur l'entretien, mais la finalité et l'objet, c'est un acte de procédure.
Donc on leur dit, par exemple, la question du langage, du registre du langage, du vocabulaire, est très importante. Ils le savent. Mais quand ils se retrouvent face à la personne, face aux jeunes, eh bien, ils disent tous que c'est très déstabilisant. Ils le savent bien. Mais quand on leur a signalé... Et là, de ce point de vue, nous, formateurs, on a quand même une responsabilité. Je me demande si parfois, on ne pense pas qu'on a fait notre boulot. Non, je vais le dire à mon nom propre, c'est moins. Je me demande si parfois, je ne pense pas que j'ai fait mon boulot quand j'ai signalé la difficulté à ceux qui doivent apprendre. Donc j'en dis, attention, là, il y a un truc important, il faut l'apprendre. J'ai l'impression que parfois c'est insuffisant et que ce qu'on peut attendre d'une formation, c'est qu'elle donne aussi des moyens pour s'y repérer, pour l'apprendre. Voilà. Je ne voulais pas finir en laissant penser que je peux croire que la pédagogie, bien, mal, n'importe quoi. Non, non, moi je suis émerveillé quand j'écoutais mon collègue tout à l'heure de tout. Il y a un effort, je crois, d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique sur lequel il ne faut pas lâcher. Simplement, je me dis, quand on n'est pas dans... Le problème, c'est quand ça devient une norme. Quand on n'est pas dans cette doxa de l'alternance-là, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il se passe quand même des choses intéressantes. Bien. Est-ce qu'il y a encore une petite question pour la route, là, de la part de ceux qui nous font le plaisir d'assister jusqu'au bout? Non? Dans ce cas, j'abuse encore un tout petit peu de mon statut de président, 1 minute seulement, je pense pour remercier le dernier orateur très particulièrement. On a déjà fait pour les autres, on n'a pas encore fait pour lui. Hein? Surtout pour sa dernière intervention qui justifie le fait que nous nous plongeons depuis aussi longtemps sur la problématique pédagogique de l'alternance. On remercie aussi tous les autres, on remercie ceux qui ont organisé concrètement ça, et puis je vous remercie aussi vous, qui avez fait le plaisir de participer à cette première conférence de consensus, et je pense que vous pourrez dire dès ce soir à votre conjoint, dès demain à vos collègues, dans 10 ans peut-être à vos petits-enfants, la première conférence de consensus dans le domaine des sciences sociales, le domaine de la pédagogie, j'y étais. Et j'y étais, et vous aurez pu constater que, contrairement à d'autres colloques, on s'emmerde bien plus qu'ici, les intervenants étaient plutôt, n'étaient pas du style « je n'avais rien à dire, mais je voulais que ça se sache », et que donc ça, en tout cas, leur contribution était relativement conséquente, et du point de vue des participants, on est plutôt dans le style « plus j'en apprends et moins j'en sais ». Et donc je pense que vous êtes repartis, vous allez repartir d'ici avec plus de questions que de réponses, plus de doutes que de certitudes, et je pense que c'est très bien ainsi. Il me reste alors à rappeler les étapes suivantes. Donc, pendant que vous vous amusez demain, le comité de pilotage travaille. Nous vous invitons à la séance d'audition suivante qui a lieu, je prends mes dates, je pense que c'est le 17 janvier au CNAM. Dépêchez-vous, les places sont limitées et donc le prix va augmenter un peu comme dans les réservations dans les transports en commun. Qu'à l'issue de ces 2 journées d'audition, il y aura une publication qui sera disponible à Bras des Voix. Nous n'avons pas encore déterminé, mais Jacques Otto le fera. Et puis qu'en fin de parcours, mais ça sera vraisemblablement avant la fin 2012, il y aura un grand colloque qui rassemblera non seulement des praticiens, des gens de terrain, mais aussi des financeurs et aussi des politiques en essayant qu'on va les influencer si toutefois c'est possible, et de rassembler aussi tous ceux qui sont des observateurs du monde professionnel pour faire avancer les choses. Voilà. Et je pense que parmi eux, les entreprises seront sans doute largement invitées à se prononcer sur les processus d'alternance. Voilà, bon retour chez vous. Si vous voulez une attestation, on vous la fournira. On mettra l'heure qui vous conviendra dessus, hein, pour certains. Et j'invite par ailleurs, voilà, le groupe de pilotage à rester quelques instants pour organiser la suite de ce soir et de demain. Voilà. Bon retour à toutes et à tous.